C'est ça, comme maintenant. Fait que là, on est en direct. Comme C'est ça maintenant, que tu on me dis. serait là. Une tasse de tech, café Osmo, Maison Natman, les affaires. Épisode. Épisode 11. En binaire, tu sais-tu? Ça c'est long en binaire. Je peux te dire en hexadécimal si tu veux. Shoot. B. Alors, épisode B en hexadécimal. Épisode B. C'est un peu trop facile à mon goût. Oui, effectivement. Bon, on va partir la machine. Bonjour tout le monde, bienvenue à Une tasse de tech, épisode 11 de la deuxième saison. Saison 2. On marche en saison 2, 10, ça 11. marche comme ça. Oui. Martin Dufort avec Alain Mécanat, toujours chaque semaine, même place, même heure, même poste, même personne. On a différents invités par contre. Cette semaine, c'est le fun, on va parler d'intelligence artificielle avec le directeur du Samsung Advanced Institute of Technology, AI. Ça, c'est le centre d'intelligence artificielle de Samsung à Montréal. Simon Lacoste-Julien qui va venir nous parler un peu de, premièrement, pourquoi Montréal, deuxièmement, pourquoi Samsung, et troisièmement, le Mila, qu'en est-il? Qu'advient-il Du Mila. du Mila? Ça commence à faire une liste, Est-ce que une le belle Mila brochette pivote? un pivot du Mila. Le pivot du Mila. Bien, clairement, ils ont une liste de partenaires de grande taille, là. Tu sais, Samsung, Microsoft, Ouais. un paquet d'autres. Donc, on va parler de ça un petit peu, puis après, on va vous donner, en fait, je vais vous présenter l'objet De la semaine. technologique, en tout cas électronique, disons, qui est un de ceux que j'aime le plus à la maison. Et comme j'en teste un paquet, c'est quand même pas rien de dire ça. C'est une liseuse, je veux dire, malheureusement, c'est un Kindle parce que c'est quand même un écosystème relativement limité, mais il y a quand même moyen de contourner ça. Mais une superbe liseuse, si jamais vous partez en vacances et que vous voulez vous gâter et que vous voulez pas amener ça d'épais de bouquins et que vous voulez vivre le numérique à fond. Et tu peux le lancer dans la piscine et il est résistant. Ouais, tu vois, j'irais pas jusque-là. Tu l'essayeras pas. Parce que c'est pas une bébelle qui est donnée. Mais on va en parler tantôt. Le Kindle Oasis qui a eu une mise à jour matérielle cette semaine. Donc, le nouvel Oasis qui s'en vient a une fonction de lecture orangée. Oh. C'est pas un hommage à Donald Trump, c'est plutôt qu'ils ont essayé de compenser la fameuse lumière bleue qui fait qu'on peut lire le soir et c'est moins fatigant pour les yeux et apparemment ça affecte moins la qualité du sommeil. Je vais quasiment faire la critique, on en reparle tantôt parce que sinon je vais tout dévoiler tout de suite, ça va être un peu plate pour le punch. Cela dit, Martin, on va commencer fort en parlant de grandes compagnies technologiques dans le monde, en parlant de Huawei qui a finalement calculé, chiffré et déclaré qu'elle allait perdre des gros sous à cause de ce qui se passe avec les États-Unis et tout le reste. 30 milliards de dollars de pertes. Oui. Puis tu vois, ça fait 11 épisodes, deuxième saison, puis j'avais oublié de mettre mon micro. Ah, ben tu vois. Et voilà. Alors, oui, tout à fait. Donc, on n'a pas parlé beaucoup durant les derniers épisodes de Huawei. Fait que, on va Ça fait au moins 3 semaines qu'on n'en a pas parlé. Exact. Fait qu'on va continuer la tendance. Donc, la compagnie Huawei qui a chiffré les pertes potentielles à 30 milliards de revenus selon l'embargo qui lui a été imposé par les États-Unis. Alors, le CEO qui n'avait pas chiffré ce montant-là dans les dernières semaines s'est lancé à dire qu'il y aurait 30 milliards de dollars de moins en revenus. On sait que les États-Unis ont mis Huawei sur la liste noire des compagnies pour laquelle les exportations de technologie étaient maintenant interdites, à moins d'obtenir une approbation spéciale. Il n'y a personne qui a d'approbation. Cet embargo touche donc tous les gros joueurs américains, dont Google. Et dans la même lancée, Alain, comme tu le sais, le producteur de processeurs, la compagnie britannique ARM, a aussi décidé de cesser ses relations avec Huawei. Donc, ça les met vraiment dans l'eau chaude. Là. Oui. Ils ont aussi été, et ça c'est passé un peu en douce, mais Microsoft aussi a arrêté de vendre en fait sur son store, sa boutique en ligne, les portables Huawei, les ordinateurs portables. Et semble-t-il que ça a recommencé cette semaine, mais ils ont quelques semaines là aussi, donc ça affecte effectivement là aussi le chiffre de vente, le bottom line de Huawei, c'est certain. Vraiment. Puis, ce qui est rigolo, c'est que le PDG de Huawei fait comme, tu sais, 30 milliards sur notre chiffre d'affaires total, c'est pas si grave. Quand même. Et le PDG ajoute, c'est quoi l'impact de cet embargo-là? Ben, il dit Huawei ne peut plus participer à des conférences internationales, donc ça, c'est impossible. Il ne peut plus collaborer avec les diverses universités pour des mandats de recherche, ça non plus, c'est pas possible. Ils ne peuvent plus utiliser des appareils avec des composantes américaines, donc ça, c'est impossible. Puis ça va même au-delà de ça, Alain, ça va même dans la possibilité d'établir des connexions réseau avec des appareils qui ont des composantes américaines. Donc, c'est vraiment, la liste est très, très longue. Là. On sait aussi qu'Huawei, Alain, voulait lancer son propre système d'exploitation pour permettre d'offrir une solution alternative aux mises à jour d'Android qui n'ont plus le droit d'offrir à leur clientèle. On ne sait pas trop ce qui va arriver avec ça. Bloomberg a dit que
les ventes des téléphones Huawei pourraient baisser de 40 à 60% suite à cet embargo-là. Ça va vraiment pas bien pour Huawei. Non. Ben, tu vois, Huawei Canada, en fait, depuis des semaines et des semaines, disent non, nous, on est ici pour rester, inquiétez-vous pas, tout va très bien. Et plus tôt cette semaine, le CFO, le directeur des finances de Huawei mondial, a dit non, nous, finalement, on va se tenir là où les gens veulent bien nous accueillir. Donc, c'est le Canada qui est toujours un peu sur la clôture par rapport à ça. Prendre une décision dans un sens ou dans l'autre, ça va affecter quand même plusieurs centaines d'emplois de recherche. Et aussi de projets de développement, parce qu'encore ce matin, Huawei Canada disait on veut développer le Grand Nord, on veut les connecter avec l'Internet haute vitesse sans fil. Donc ça aussi, c'est une façon de dire, regarde, on peut vous faire on veut essayer de séduire un peu les décideurs. Donc il y a des enjeux plus grands que juste les appareils mobiles, finalement. Vraiment. C'est une histoire, ça, Huawei, c'est fou. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. De façon plus légère. Vraiment. Grosse nouveauté du côté de l'Apple TV. Ouais, grosse nouveauté. Qui va avoir droit à une mise à niveau de son système au cours des prochains mois, évidemment. tvOS, bien sûr. Apple a des OS maintenant pour chacun de ses bidules. L'image incrustée. L'image incrustée. Est-ce qu'on pourra écouter le sport d'un coin puis Game of Thrones de l'autre? En réalité, c'est intéressant. Donc, l'Apple TV obtient finalement le PIP, le Picture in Picture. Exact. Ce que j'ai lu, c'est que la nouvelle version du Apple TV, la version tvOS 13 Beta 2, donc la dernière qui a été mise disponible aux développeurs, permet de diffuser 2 sources vidéo en simultané, ce qu'on appelle le Picture-in-Picture, qui est une fonction qui existe sur iOS 9 pour iPad en mode multitâche, donc ça existe. Ah, c'est de là que ça vient. Ça existe aussi depuis très longtemps sur les télés intelligentes, là. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Sur les terminaux de télé tout court, là, les tableaux, tout ça. Ouais, exact. Cependant, il y a un hic. Le hic étant que cette fonction-là va juste être disponible à l'intérieur de l'application Apple TV. Donc l'Apple TV, on sait que ça te permet de t'abonner à des chaînes spécifiques et Apple va lancer aussi leur service d'abonnement Apple TV Plus un peu plus tard cette année. Mais cette fonction-là ne sera pas disponible si tu utilises, par exemple, l'application HBO. Donc, si tu utilises HBO, tu écoutes HBO et tu veux partir en même temps l'application Showtime pour regarder 2 flux vidéo en simultané, ça ne fonctionne pas. C'est juste disponible dans l'application Apple TV. C'est un peu bizarre, genre on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une logique? Parce que là, le problème, c'est quand tu t'abonnes à HBO ou à une chaîne comme ça, à l'extérieur de l'écosystème d'Apple, tu ne donnes pas la ristourne à Apple. Tout à fait. Fait qu'évidemment, HBO a intérêt à dire non, mon application, est native, disons, séparée de l'application de TV. Ça commence à être compliqué, c'est de la sursegmentation, mais l'idée, c'est de dire est-ce que l'application de TV, si elle est plus facile à utiliser pour l'abonné, il va s'abonner chez Apple, donc il va aller chercher une partie de son abonnement et le donner à Apple. Bien, c'est un angle, Alain. L'autre angle que moi j'ai lu et qui fait peut-être un peu plus de sens, c'est que cette fonctionnalité-là n'avait pas été annoncée à la conférence des développeurs WWDC, tenue à San Jose au début du mois. Et parce que cette fonctionnalité-là n'avait pas été annoncée, l'API ou la fonctionnalité de se connecter n'était pas disponible. Question de temps et de fait que Apple le savait parce que c'est évidemment eux qui le développent, mais les fournisseurs d'applications tierces comme Showtime et HBO n'avaient pas accès à cette fonctionnalité-là. Donc, moi, ce que je crois, c'est que quand ils vont lancer le tvOS, la dernière version de tvOS 13, la version publique, ça va devenir une fonctionnalité disponible et on pourra faire du Picture-in-Picture pour les développeurs tiers. Donc, ça va être disponible. En ce moment, ça fonctionne sur les modèles 4K et le modèle aussi HD du Apple TV. Il n'y a pas de segmentation par rapport à ça. Est-ce qu'on va pouvoir regarder le soccer de l'Impact dans le coin tout en jouant à FIFA 2020? Il l'a-tu? Il l'a pas, ça? L'a-tu du soccer sur l'Apple TV? Je ne sais pas s'il y a du soccer. Est-ce qu'on peut avoir une vidéo en même temps qu'un jeu vidéo? Je suis pas sûr. Je pense que non. Je sais pas, ça serait bien, ça. Ça déconcentrerait de l'action, mais bon. Assez de mimiser ce que fait les gens. Ça pourrait être du hack and slash and watch. Tout à fait. On aurait un concept intéressant. Ouais. Peut-être on va en parler, tvOS 14. Allons-y. Autre nouvelle, Rolly lance Lumi. C'est bon, ça. Ça se dit bien. Et comme j'ai aucune idée qu'est-ce qui est un et qu'est-ce qui est l'autre, tu vas me le dire, c'est un clavier qui nous enseigne la musique. Vous enseigne la musique? Oui, donc Rolly, qui est une compagnie de Londres, Alain, qui a déjà mis en marché ces claviers Seaboard, qui sont des claviers quand même assez innovateurs. C'est des claviers avec des touches qui reconnaissent la gestuelle. Donc, c'est des claviers un petit peu, en guillemets, mous, des Moshi keyboard. Oui. Et puis, avec le doigt, tu peux changer la tonalité des sons et tout. Donc, il avait déjà mis en marché ces claviers-là, qui étaient quand même assez dispendieux, qui étaient plus orientés
pour des gens qui font de la musique de façon professionnelle, les claviers tournaient aux alentours de 3 000 viennent de lancer une campagne de socio-financement sur Kickstarter pour la commercialisation de leur nouveau clavier Lumi. Alors, c'est quoi le clavier Lumi? C'est un clavier à 24 touches lumineuses qui est attaché à une application iPad et qui possède plusieurs modes, dont un qui est un peu le Guitar Hero, là, le mode où les notes défilent. Et quand les notes arrivent en bas de l'écran, il faut que tu appuies sur les touches qui s'illuminent simultanément en même temps pour faire de la musique. Alors, Lumi a lancé ça et il s'attaque vraiment à un nouveau marché, là, qui est le marché de l'enseignement de la musique. L'objectif de la campagne Kickstarter était de 100 000 livres sterling. Évidemment, c'est une compagnie anglaise. Donc, à peu près 165 000 canadiens. Ce matin, quand je suis allé sur la page Kickstarter pour Lumi, il avait déjà atteint un financement d'1 million de dollars canadiens. Oh wow! OK, bon. Donc, c'est en route, là. C'était vraiment en route. La date de livraison du nouveau clavier est prévue pour octobre de cette année et la campagne va encore durer pendant 27 jours. Si vous voulez apprendre la musique, je pense que c'est intéressant. La façon qu'il l'amène au niveau de l'expérience, c'est tu t'apprivoises le clavier avec le mode Guitar Hero. Quand tu as passé à travers tous les niveaux, là, on t'amène à comprendre un peu plus la musique, on te nomme le nom des notes pour aller jusqu'à être capable de lire une feuille de musique et le jouer sur Donc pour les enfants, par exemple. Exact. Ah oui. Ou moi, qui est un grand enfant. Exact. Je te fais une parenthèse parlant d'apprendre la musique et de Guitar Hero. Tu sais qu'un rock band pour Oculus Quest, par exemple, ça serait bien, ça? Ça serait bien. Je glisse ça comme ça. Mais effectivement, écoute, la technologie et la musique, il y a quelque chose à faire pour faciliter l'apprentissage. Parce que la flûte, à l'école primaire, elle est bien, là, mais on s'entend que c'est limité. Oui, ça, c'est un peu vétuste. C'est un peu vétuste. Alors, le coût initial à un Kickstarter pour accéder au Lumi et tout est 250 canadiens. Il reste encore des places. Il y a toujours plusieurs tiers dans Kickstarter. Ouais. Alors, les premiers sont moins chers. Aussitôt que ceux-là sont complets, on descend. Alors, c'est 250 canadiens. Si vous voulez valider ça, vous pouvez aller voir la page Kickstarter de Lumi. Voilà, Lumi, de Rolly. De Rolly. Excellent. Évidemment, vous pouvez acheter un clavier qui fait de la musique ou vous pouvez acheter un téléphone pas très cher, un Palm, comme dans le temps, qui est maintenant en précommande sur son propre site web. Il n'est pas vendu par aucun fournisseur. En fait. Ben, en réalité, c'est un changement dans l'orientation de ce que Palm ou la firme TCL qui a les droits pour le nom Palm fait. On avait parlé dans l'épisode 16 de la première saison. On avait discuté du nouveau Palm. Donc, la firme TCL avait acheté les droits du nom Palm et il lançait un téléphone diminutif qui roulait sous Android. Donc, le téléphone mesure 5 cm de large par 9 cm de haut. L'écran est minuscule. Et ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est que le téléphone soit vraiment un compagnon de votre vrai téléphone. Donc, originalement, le Palm était lancé aux États-Unis exclusivement sous le réseau de Verizon. Donc, il y avait eu une entente de commercialisation avec Verizon. Tu pouvais juste l'acheter si tu étais un client Verizon. Mardi passé, TCL Palm a modifié son plan de distribution. Le téléphone est maintenant disponible sans restriction américaine sur son site web au coût de 350 $. Ça veut dire quoi, ça, sans restriction américaine? Bien, on peut le précommander sur le site web, mais il est débarré seulement pour les réseaux cellulaires américains excluant Sprint. Donc, c'est un peu limité, là. Exact. Donc, si tu l'achètes et tu l'amènes au Canada, en guillemets, just too bad, ça ne fonctionnera pas et pour Rogers ni pour Bell. Donc, ils l'ont juste débarré pour les réseaux américains. Évidemment, la fonction Wi-Fi va fonctionner, mais ça enlève beaucoup de fonctionnalités du téléphone. Clairement. C'est décevant, là. C'était comme une fausse bonne nouvelle. C'est une fausse bonne nouvelle. Alors, le marché, moi, je ne suis pas convaincu du marché pour ce cellulaire compagnon parce qu'on voit qu'il change vraiment maintenant rapidement de stratégie pour commercialiser le Palm. Peut-être que ça indique un moins grand engouement dans l'annonce avec Verizon. Ce qui serait intéressant, c'est voir s'ils ne pourraient pas l'offrir sans restriction dans les marchés où ils n'ont pas déjà une entente, comme ici avec peut-être Bell ou Rogers qui seraient potentiellement à l'écoute. Ou une marque plus accessible, un Fizz ou un Kudo. Exact. Donc, ça serait intéressant à voir, mais bon, moi je pense que le marché du téléphone compagnon est encore à valider. Là. Je suis pas convaincu que c'est... non, effectivement. Ça va être à suivre en tout cas. Ça va être à suivre. On verra bien ça. Merci Martin. Merci. On va passer aux choses sérieuses parce qu'en fait, ça fait quelques années qu'on entend parler du MILA, le laboratoire d'intelligence artificielle de l'Université de Montréal. Puis évidemment, ça a été
C'est dirigé essentiellement par le professeur Yoshua Bengio, là, qui est très connu, qui est allé chercher des gros partenaires au fil des dernières années. Ça a commencé avec Microsoft, qui est un des gros. Récemment, Samsung a annoncé aussi la création de son propre laboratoire en lien avec le Mila, donc à Montréal, dans le même bâtiment que les autres, là, dans le Milex. On connaît Samsung surtout pour ses téléphones. On connaît Samsung sur les téléphones pour sa commande vocale Bixby, qui est peut-être pas top. Alors, j'ai hâte de voir comment avoir un labo d'IA ici à Montréal va aider tout ça, parce qu'il y a une grosse composante de reconnaissance du langage naturel qui est associée à ce projet-là. Et pour en parler, on a le directeur du laboratoire, Simon Lacoste-Julien. Salut. Bonjour. Salut Simon, bienvenue. Enchanté. Merci. Excuse-moi, ça m'a pris du temps parce que j'ai un ami que son nom, c'est l'inverse, c'est Pascal Julien Lajoie. C'est pas tellement loin. Fait que là, je suis toujours un peu hésitant, je ne vais pas me tromper. Fait que là, je l'avais correct. Tu m'excuseras pour ce petite pause pour être sûr de ne pas me tromper. Ça faisait un effet dramatique. Oui, c'est ça. On parle, bon, écoute, on va partir par le début. Tu as étudié à plusieurs universités très prestigieuses. J'ai vu ta feuille de route tantôt dans mes notes, évidemment, parce qu'on prend des notes. Et là, tu reviens à Montréal pour diriger un laboratoire pour Samsung. Qu'est-ce que exactement? Est-ce qu'il y a des champs de spécialisation pour ce laboratoire-là? Peut-être une petite correction. Je ne suis pas revenu à Montréal pour diriger le labo. J'étais déjà à Montréal. Ah, OK. D'accord. Parce que je suis revenu à Montréal pour prendre un poste à l'Université de Montréal pour travailler avec Yoshua Bengio. En fait, bon, OK. En 2016. Bon, indirectement, ça finit par... Mais l'écosystème de Montréal m'attirait énormément. Et puis, on avait déjà une collaboration à Mila avec Samsung depuis 2014, qui était très fructueuse. Et eux, ils voulaient prendre ça au prochain niveau. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer un labo à Montréal. Et puis, depuis janvier 2019, c'est moi qui fais sa direction. OK. À temps partiel, parce que je suis encore prof à l'Université de Montréal. Oui, bien, je ne sais pas si tu peux un peu expliquer. Là, on va commencer par parler un peu de Samsung, en fait. C'est beaucoup de reconnaissance de commandes vocales, traitement du langage naturel. Donc, c'est vraiment axé sur la voix et l'interaction vocale. Donc, ça, c'est les applications de Samsung en général. Le laboratoire, nous, ce qu'on fait, c'est de la science. Donc, c'est de la recherche fondamentale sur, entre autres, l'apprentissage profond. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de récemment. Donc, Deep Learning. Deep Learning, voilà, c'est une des technologies qui sont derrière les percées récentes dans les dernières 5 dernières années pour la performance de reconnaissance vocale, justement, la traduction automatique, puis aussi la reconnaissance d'objets. Okay. Et donc, justement, les collaborations entre Mila et Samsung en Corée ont mené à des percées de leur côté en Corée sur leur performance en reconnaissance vocale. Donc, la technologie qui est utilisée dans les téléphones Samsung maintenant, c'est entre autres grâce à des collaborations avec Mila. Et eux, ils voulaient maintenant avoir plus on va dire, de théorie pour pouvoir développer les algorithmes dans les 20 prochaines années. Donc, c'est vraiment Blue Sky Research. Oui. C'est à très long terme aussi. Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'apprentissage profond, on ne sait pas encore pourquoi ça fonctionne. C'est ça un peu le mystère. C'est que ça fonctionne très bien, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, le rôle du labo, c'est d'essayer de comprendre ça. OK. Wow. Donc, c'est pas strictement lié à des applications spécifiques chez Samsung? Non, c'est inspiré parce que évidemment, on collabore avec plein de chercheurs, etc. Puis eux sont très intéressés par la reconnaissance vocale, la traduction automatique, puisqu'ils ont déjà fait ça. Mais et souvent, ils ont certains problèmes, donc il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, ce qui nous donne des problèmes théoriques à mieux comprendre. Puis après, on peut peut-être faire des algorithmes pour les aider. Mais c'est beaucoup plus vaste comme programme. Est-ce que, comme consommateur qui achète un téléphone Samsung, un Galaxy S, est-ce que je peux imaginer que dans une ou deux générations du téléphone, Bixby, qui est leur commande vocale par exemple, ou leur appareil de reconnaissance d'image, va bénéficier de ce que vous développez à Montréal? Une ou deux générations, c'est combien d'années? Ben, ça dépend. C'est toi qui vas me le dire. Les générations sont quand même assez rapides dans le modèle. C'est pas comme des autos. Donc, si on dit c'est de 1 à 2 ans, ça m'étonnerait, mais dans 5 ans, oui, tout à fait. Fait que le français canadien ou le québécois va être mieux compris éventuellement par Bixby. On espère, peut-être. Ça dépend. C'est très international, nos chercheurs. Donc, mon premier chercheur que je recrute, il vient de de Belgique. Pardon, c'est un Belge qui vient de Belgique. Voilà. Donc, je pense pas qu'il va aider beaucoup pour l'accent québécois. Mais c'est sûr que c'est vrai qu'en étant au Québec, on peut peut-être leur mentionner que oui, ça marche pas à Trois-Rivières en ce moment. Là, tu dis que tu as recruté un chercheur. Je pense qu'à terme, c'est une vingtaine de personnes qui vont travailler dans le laboratoire? Voilà. Est-ce qu'il y a une échéancier là-dessus? Ou non, je fais ce que je veux.
Ah oui? Donc, Wow, les coups des franges. Donc, non, mais sérieusement, c'est que leur priorité, eux, c'est la qualité plutôt que la quantité. On est d'accord là-dessus. Et c'est très difficile de recruter le genre de talent qu'on recherche. Donc, l'importance pour l'instant, c'est surtout de recruter des bons chercheurs que d'en recruter beaucoup. Ouais. Donc, si on a beaucoup de succès, on recrute beaucoup de gens, ben pourquoi pas, mais je dirais peut-être de 1 à 3 par année pour les 5 prochaines années. OK. Puis dis-moi, les résultats de recherche que vous faites, est-ce que c'est des résultats de recherche qui appartiennent à Samsung ou c'est des résultats de recherche publics? C'est quoi la nuance Voilà. là-dessus? Non, c'est une bonne question. C'est public. OK. Donc, c'était le laboratoire est imbriqué dans les laboratoires corporatifs de Mila. OK. Et la culture de Mila, c'est très open science. C'est très, on partage nos codes en ligne, tout est publié, etc. Et puis Samsung, depuis 2014, qui travaille avec nous, ont compris ça. OK. Donc c'est pour ça qu'il était tout à fait d'accord. Moi, je leur ai dit de toute façon, je n'allais pas diriger ce laboratoire si c'était pas sous ces termes-là. Okay. Puis il était tout à fait positif par rapport à ça. Donc c'est important qu'il n'y ait pas de brevet, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exclusivité avec Samsung Non. finalement. Non. Donc, les résultats de recherche, n'importe qui pourrait dire, ben moi je les prends, puis je sais pas moi, Google les imbrique dans Android ou Voilà. Apple les imbrique dans leur système Aucun d'exploitation. problème. Voilà. OK. Puis d'ailleurs, l'écosystème de Montréal est assez unique là-dessus, qui est que les chercheurs collaborent entre différentes compagnies. Donc, donc à côté, dans l'espace Mila, il y a aussi Facebook AI Research qui est là, il y a Element AI. Il va y avoir Microsoft Research qui déménage dans un immeuble qui est de l'autre côté de la rue. Et donc, on collabore avec eux et puis il n'y a aucun problème d'écrire un papier ensemble parce que justement, on a cet aspect très ouvert là-dessus. Je comprends. Donc, il n'y a pas de cloison entre les différents groupes de recherche là, en fonction de la compagnie à laquelle c'est associé. Et ça, c'est le Mila qui permet de faire ça? C'est oui. C'est à la fois le fait que la culture du Mila est extrêmement collaboratrice et les gens adhèrent. Puis en fait, ça fait un effet d'entraînement aussi. C'est que... On me disait récemment, parce que là, le Mila, évidemment, c'est un laboratoire qui était associé à l'Université de Montréal, mais maintenant, c'est rendu une société indépendante. Voilà, c'est un organisme à but non lucratif, OK. Financé à grande partie par le gouvernement québécois, OK. aussi le gouvernement fédéral. Et d'ailleurs, ça ne s'appelle pas le Mila, c'est Oui, ben c'est ça. c'est Moi, Mila, c'est Mila. comme Facebook, Comme on dit Radio-Canada. McDonald's, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Quoique, eux, c'est plus lucratif, mais ouais. Et donc, le nom officiel, c'est Mila, Institut québécois d'intelligence artificielle. OK. Et c'est plus un acronyme. Et puis, c'est une collaboration entre l'Université de Montréal et McGill. Oui. Et c'est dans des espaces assez intéressants au MILEX. Et ça a vraiment créé une espèce d'effet d'entraînement où tout le monde a décidé, dans l'intelligence artificielle, on décide de se déplacer pour... c'est très stimulant comme environnement. Oui, ben ça doit. Puis c'est effervescent aussi. Il y a toujours des nouvelles annonces depuis pratiquement une fois par mois depuis quelques années. Là, tu dis que tu es allé chercher un chercheur. J'imagine qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent chez nous. Le recrutement par rapport à ça, comment? Est-ce que c'est difficile ou est-ce que ça se fait plutôt bien? Sachant que c'est Montréal, le Mila, tout ça, ça doit avoir une bonne réputation pour attirer les bonnes personnes. Donc, le recrutement en général de ces gens-là, c'est difficile à travers le monde. OK? Donc tout est relatif. Ben, tout le monde, tous les grands centres doivent se tirer la couvercle pour avoir les meilleurs. La concurrence est extrêmement féroce. Donc, c'est quand même difficile. Mais compte tenu de cet environnement-là, moi j'ai été surpris, c'est plus facile que je pensais, grâce justement à Mila. Donc j'ai vu, j'étais justement dans une conférence internationale à Los Angeles la semaine dernière qui s'appelle International Conference on Machine Learning, ICML. Et puis les gens connaissent Mila maintenant et ça les attire. Et donc c'est bon pour notre labo. Oui. Ben, surtout qu'on parle tellement de pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Là, c'est pas de la main-d'œuvre, c'est des chercheurs, mais c'est quand même le même principe. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui. Il y a une grosse demande pour ces gens-là, essentiellement. Voilà. C'est pour ça qu'on en forme beaucoup. Ben, tant mieux. Non, ben, exactement. C'est ça qu'il faut aussi. C'est d'où je voulais garder mon poste académique aussi à l'Université de Montréal. C'est important. Ouais. J'enseigne, je supervise des étudiants, etc. Il y avait, je sais que M. Benjio me disait l'autre jour qu'un des problèmes qu'il avait pour retenir les gens, c'est que souvent, pour finir la recherche universitaire, des choses comme ça, c'est que c'était plus payant d'aller travailler dans le privé. Donc, souvent, les chercheurs quittaient vite avant de finir leur diplôme et allaient trouver un job ailleurs. Est-ce que c'est un problème, ça, pour toi, par exemple, ce que tu fais avec Samsung ou avec le Mila?
Est-ce que c'est un problème pour moi? Ben, en général, pas pour toi spécifiquement. Je ne veux pas savoir combien tu gagnes par année. Mais je veux dire, recruter des gens, tu dis que tu es professeur d'un côté puis tu diriges un laboratoire de l'autre. Est-ce que c'est facile de passer d'un à l'autre quand tu es un chercheur ou est-ce qu'il y a justement le privé, des compagnies, des IBM de ce monde vont chercher les employés? C'est vrai que c'est délicat. C'est délicat, puis c'est un truc qu'on est en train de gérer ça maintenant. C'est tout nouveau, là. Par exemple, on a des stagiaires de l'Université de Montréal. Ben là, ils font juste croiser ils font juste traverser le couloir, puis là, ils s'en vont chez Facebook. Puis là, tout d'un coup, leur salaire augmente énormément. Et donc, ça fait certaines pressions. Donc, c'est difficile à gérer. Mais donc, c'est une possibilité. D'un autre côté, par contre, l'avantage qu'on a maintenant par rapport à avant, c'est qu'avant, les gens partaient du Québec, allaient à San Francisco, à New York, à Londres, et maintenant ils restent au moins. Donc, puis non seulement ils restent, mais en plus nous on en attire de l'étranger, et donc ça fait vraiment. Donc ça c'est un des gros avantages, au moins que oui, peut-être qu'il va y avoir des déplacements, donc ça c'est à gérer, quoique pour l'instant aussi les gens sont assez. Comme par exemple, moi, j'ai une no poaching policy. OK. Ce qui veut dire. Tu ne peux pas aller débaucher des gens ailleurs. Je n'essaie pas de recruter activement des personnes dans le monde académique, par exemple, parce que je sais que c'est important qu'ils restent. Moi-même, je voulais rester, donc je suis resté à 80%. Et donc, et puis c'est un peu. Parce qu'on ne veut pas avoir une espèce de climat où les gens essaient de voler le voisin. On a un peu cette approche-là à Montréal, je crois, qui est assez bien, c'est que. On veut poacher à l'étranger, mais au sein de Montréal, on essaie de garder un bon climat. OK. C'est intéressant, ça. C'est quoi les prochains défis que vous avez? Parce que là, tu dis d'une équipe de 20, j'ai un peu de carte blanche sur ce que je veux faire, ce que je peux faire. Mais comme n'importe quel laboratoire, il y a toujours peut-être un élément, 2, 3 éléments sur lesquels on focus pour les prochaines années. Oui. Là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, ça peut être technique. Je ne sais pas à quel point vous choisissez technique. Là. Ben, vas-y, puis si on ne comprend pas, on va croiser les yeux comme ça. Puis... ben donc, comme j'ai expliqué, un des mystères en ce moment, le deep learning. On ne sait pas pourquoi le deep learning fonctionne. Et entre autres, moi, mon expertise, c'est l'optimisation. Okay. Donc, l'intersection entre l'apprentissage automatique, le machine learning et l'optimisation. Donc, l'optimisation, c'est quoi? C'est, on a un objectif, par exemple, je ne sais pas moi, le coût de production d'un téléphone Samsung, okay. ou la consommation d'énergie d'un design, et on veut trouver les paramètres du système qui va minimiser ce coût-là. Okay. Donc, ça, c'est de l'optimisation, parce qu'on essaie d'optimiser le coût. Et puis, les méthodes, les algorithmes qui permettent de changer les paramètres pour essayer de trouver le minimum, c'est des algorithmes d'optimisation. Et puis, en fait, l'apprentissage automatique fonctionne beaucoup avec des méthodes d'optimisation parce que c'est quoi la fonction? Quand on apprend, on essaie de résoudre un problème. Par exemple, si on parle de reconnaissance d'objets, on veut pouvoir automatiquement, étant donné une nouvelle image, trouver si c'est un zèbre ou un tigre. Oui. Okay? Et donc, c'est quoi la fonction de coût dans ce cas-là? C'est le nombre d'erreurs qu'on fait sur des données d'observation. Okay. Donc, le nombre on fait des prédictions et puis le nombre de fois qu'on se trompe, c'est notre objectif. Donc, on veut trouver maintenant les paramètres dans les réseaux de neurones, dans ces méthodes-là, qui font des meilleures prédictions. Donc, c'est des algorithmes d'optimisation aussi. Et puis, en fait, ce qui explique pourquoi l'apprentissage profond fonctionne récemment, on se rend compte que ces algorithmes d'optimisation-là ont je voulais dire, en fait, nous on appelle ça des biais, mais c'est pas négatif. C'est pas des biais négatifs. Ils ont des biais qui permettent que l'algorithme fonctionne bien, en fait. Okay. Et puis donc, en utilisant cette expertise d'optimisation et de voir comment les algorithmes d'apprentissage fonctionnent, on peut déjà expliquer pourquoi ça fonctionne et après, on peut trouver des nouvelles méthodes d'optimisation, entre autres, qui pourraient améliorer les performances. OK, je comprends. Donc, le laboratoire, il travaille là-dessus. Les 20 personnes, ils doivent avoir des backgrounds académiques peut-être un peu différents ou c'est à peu près tout le même background académique? Non, il va y avoir une diversité, mais là, j'en ai juste recruté un, donc, comme j'ai dit. Donc, c'est un sur... Puis le premier, d'ailleurs, donc lui, c'est un expert mondial sur l'optimisation, justement. Okay. C'est vraiment spécifique. Maintenant, il commence à appliquer ces méthodes-là sur l'apprentissage profond. J'avais une autre personne que j'ai essayé de recruter qui était spécialiste de la théorie, justement, d'apprentissage automatique. Malheureusement, elle est allée à Paris. Et voilà. C'est ça la compétition. Ouais, c'est pas mauvais, Paris non plus. Mais donc, on va avoir des gens peut-être qui vont aussi faire de la reconnaissance vocale, etc., pour avoir une espèce de complémentarité synergie. dans l'équipe.
c'est des projets de recherche. Par exemple, tu amènes un chercheur ici, il y a un projet de recherche à compléter, j'imagine. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est pas nécessairement. C'est plus long terme que ça, dans le sens que c'est un poste permanent. C'est quasiment comme un poste de prof en termes de niveau de recherche. Okay. Donc, lui, il va gérer son projet de recherche. Donc oui, on a certaines idées en ce moment de c'est quoi qu'on va commencer. D'ailleurs, il y a plein de collaborations avec des étudiants que j'ai, etc., des collaborateurs à Montréal, qu'on sait qu'on a des projets déjà en cours, des idées. Mais l'idée, c'est que cette personne-là va, avec la curiosité scientifique, va trouver des nouvelles questions, va interagir et va gérer son propre projet de recherche. Moi, je fais on appelle ça le scientific guidance. Je sais pas comment ça se dit en français. Le guidage scientifique, moi je te traduis ça de façon littérale. Je fais du guidage scientifique de haut niveau. Du conseil scientifique. Mais en autant que lui, il fait de la recherche très intéressante, à la fois moi et Samsung va être content. OK, intéressant ça. Côté consommateur, ou même côté startup, côté entreprise, tu mets un point AI au bout de ton adresse web et tout d'un coup, tu fais de l'intelligence artificielle. Oui, on a parlé avec Michel Arsenault la semaine passée. Ouais. C'est clair qu'il y a ça d'un côté. Du côté de la recherche, est-ce que vous avez une définition concrète de ce que ça pourrait apporter, disons, dans 5 à 10 ans, le genre de recherche que vous faites en termes d'applications concrètes, au-delà de la vision par ordinateur, mettons, c'est peut-être des applications de ça qui vont arriver aussi. Est-ce que, par exemple, la voiture autonome, c'est quelque chose qui est considéré comme une application d'intelligence artificielle? Tout à fait. Oui, tout à fait. Un autre élément en ce moment, c'est que les applications en ce moment sont très précises. Donc, reconnaissance vocale dans des circonstances non bruitées, etc., avec des accents pas trop compliqués. Pas trop prononcés, oui. Et maintenant, par exemple, si on veut faire du dialogue, donc il y a beaucoup d'applications maintenant avec des chatbots, etc. Mm-hmm. Ça, on est très, très loin en termes de niveau de performance. Et puis l'idée, c'est qu'avoir des méthodes qui sont capables de performer dans plusieurs environnements, plutôt qu'un environnement spécifique, ça on n'est pas encore là. Okay. Donc, les recherches qu'on fait en ce moment, justement, qui comprendre la théorie, comprendre pourquoi telle méthode fonctionne dans tel environnement, ça va nous permettre aussi de pouvoir transférer les performances dans plus d'environnements à la fois. OK. Intéressant. C'est tout un défi, ça, parce que essentiellement, c'est ça, c'est de gérer les inconnus. Exactement. Prévoir les imprévus. Ouais. Puis la modélisation, justement, des inconnus, il y a un terme technique de ça, c'est les probabilités. Okay. C'est donc la gestion des certitudes, puis de comment modéliser les certitudes dans ces réseaux-là, c'est aussi un problème ouvert en ce moment. Okay. Ça, on fait des recherches justement exactement sur ce sujet. Oui, c'est passionnant. Il y a quelques années, on disait aux jeunes, allez étudier en informatique, il y a une job qui vous attend dans le jeu vidéo ou dans la programmation, tout ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, allez étudier en informatique, il y a une job qui vous attend en intelligence artificielle? Ah oui. Puis surtout, pour moi, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, c'est un peu un mot qui veut... C'est un mot valide, ouais. Ça. Moi, j'aime plus... Moi, ce que je dirais plus, comme data scientist, je pense que c'est un peu plus approprié. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a plein de problèmes complexes que n'importe quelle société ou compagnie ou institution fait face. Par exemple, la Ville de Montréal, leur réseau d'autobus ou ce genre de trucs-là. Et puis, l'application d'apprentissage automatique, maintenant, c'est comment utiliser ces données-là pour mieux faire les décisions, pour mieux donner un service, etc., etc. Puis ça s'applique dans toutes les sphères de la société. Et puis, ça, je pense pas que ça va tomber dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être que parce qu'on parle toujours de l'hiver, de l'intelligence artificielle qui peut revenir. Peut-être que ça va arriver à un moment donné. Mais pour juste utiliser ces méthodes automatiques-là, informatiques en médecine, en gestion du transport, il y a plein de possibilités. Puis ça, on n'a fait que égratigner la surface. Ben, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, il y a 1 ou 2 outils, peut-être de vision par ordinateur, reconnaissance vocale, qui sont appliqués à un paquet d'affaires. C'est là que la croissance se trouve, mais ça pourrait éventuellement aller au-delà de ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de prises de décision qui va s'automatiser, genre je suis une entreprise, est-ce que je devrais aller dans un tel marché, dans un tel produit, ce genre de choses-là? Est-ce que tu vois ça? Oui, et puis c'est déjà fait d'ailleurs. C'est beaucoup fait en finance. Hein? Oui. Mais oui, parce que l'idée, c'est d'avoir beaucoup de données. L'humain ne peut pas traiter des millions de données par lui-même, donc il a besoin d'outils. Et donc, tu vas avoir des outils à l'assistance, à la décision. Donc, selon certains critères de risque ou je ne sais pas trop quoi, ben, on va voir. Ce n'est pas nécessairement l'outil seulement qui va faire la décision, c'est plus des suggestions, des visualisations, mais en effet, c'est très, très
utile. C'est très utile. Ça consomme aussi beaucoup de données, comme tu viens de le dire. Ça a besoin d'un bassin d'informations vaste pour fonctionner correctement. Quand on parle de ces choses-là, de mégadonnées, tout ça, on parle de respect de la vie privée, tout ce qui est question de gestion des données, etc. L'intelligence artificielle, dans ce contexte-là, est-ce que ça fait partie de la solution ou ça fait partie du problème? Pour moi, c'est une solution. C'est pas un problème au sens que, OK, faut voir comment on dit les choses. Par exemple, à Montréal, on a eu la déclaration de l'intelligence artificielle responsable de Montréal, puis justement, c'est de trouver des balises de ce qui est important pour nous, etc., pour faire ça. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil, hein, c'est une approche, c'est une technique. D'ailleurs, c'est même pas un outil, c'est comme une théorie d'un certain sens. Maintenant, c'est vrai que à cause de ces applications-là très fortes, peut-être que ça fait que les gens ou les compagnies sont plus avares de données pour pouvoir feeder leur intelligence artificielle. Ça, c'est vrai que... Donc, de ce côté-là, on pourrait dire que ça serait un problème. Mais pour moi, c'est plus une question de gestion, de protection. Puis, justement, à Mila, c'est très important, ces questions-là. On est très vocal pour s'assurer que des compagnies respectent la vie privée, s'engagent à faire des trucs comme ça. OK. Je vais te poser une dernière question, et c'est une question ouverte et à la limite rigolote. Là, on a Facebook, Microsoft, Google, Samsung, manque Apple. Peut-être Amazon. Amazon sont ici, je ne sais pas. Non, Je pense pas que Amazon n'est pas là. Apple n'est pas là. Est-ce qu'on va les voir à Montréal? Je sais pas. Apple n'est pas très reconnu. Ils sont très fermés, eux, hein? Exactement. Ça fait beaucoup moins le style de Montréal. Amazon, peut-être. D'ailleurs, Amazon est à Berkeley, qui est l'université où j'ai fait mon doctorat. OK. Et mon superviseur de Berkeley, de mon doctorat, et travaille avec Amazon là-bas. Ah bon? Peut-être tu es à une personne près d'amener Amazon à Montréal. Et lui, il aime beaucoup ce qu'ils font en termes de recherche. Et donc, ça pourrait être logique qu'Amazon vienne au Canada, mais... Ils ont déjà un gros centre de données qui vient d'ouvrir à Varennes. Donc clairement, on ne peut pas dire que ça se traduit par un mouvement dans ce sens-là nécessairement, mais c'est quand même, ils sont au courant que ça existe. Le Québec, ils font beaucoup aussi de recherche en véhicules autonomes et tout. Oui. Donc, ça pourrait être intéressant. Fait qu'on te lance un défi. On te réinvite l'année prochaine et tu nous annonces qu'Amazon... Année Amazon ici. Écoute, merci d'être passé, Simon, ça fait plaisir. Simon Lacoste-Julien s'occupe du laboratoire, entre autres choses, parce que là c'est compliqué, mais du laboratoire d'intelligence artificielle ou de technologie avancée, si on veut, de Samsung à Montréal, qui est un projet donc à long terme, puisque c'est un laboratoire en ce moment qui est limité à 2 personnes, qui va appeler à grandir et à faire beaucoup de théories qui vont peut-être se traduire par des applications, des fonctions des appareils Samsung. Qu'on va voir, point de vue consommateur, parce que c'est un peu ça, c'est que c'est de la recherche, puis ça fait 3-4 ans qu'on en parle de l'intelligence artificielle, et c'est toujours à long terme. Donc c'est beaucoup de recherche, puis ça, le Mila, c'est de la recherche, c'est pas de la commercialisation, donc c'est très loin dans la chaîne. Donc il faut être patient par rapport au concret, mais on voit que ça attire un paquet de chercheurs, des gens de pointe. Tu vois, il a dit un horizon de 5 ans, on a plusieurs générations de ce qu'on a sur nos téléphones, sur nos appareils intelligents dans 5 ans. Oui. Donc, ils sont pas mal plus loin c'est fou, puis dans la courbe. On peut dire juste au minimum que ça a fait monter le QI moyen de la ville de Montréal, du Montréalais moyen, d'une grosse coche, parce que c'est des chercheurs de pointe qui viennent tous travailler à Montréal. Vraiment. Donc on va voir bientôt ce que ça va faire de concret, mais en attendant, c'est quand même du bon, c'est que ça crée un pôle de valeur ajoutée assez intéressant. Et ça permet de garder aussi les cerveaux, l'exode des cerveaux aux États-Unis. Là, c'est plutôt l'inverse. On essaie d'importer des cerveaux. On avait parlé avec Fred Lalonde encore. On a parlé avec Chris Arsenault. Donc, je pense que c'est très bon pour Montréal comme pôle. Une conjoncture assez favorable. Puis d'ailleurs, il y a aussi le programme en fait, de visa accéléré du gouvernement canadien pour... En 2 semaines, tu peux faire rentrer des gens au Canada qui ont essentiellement une job garantie dans un secteur de pointe comme ça. Fait que ça aide aussi à attirer les gens. Ce qui est un peu différent de certains autres pays qui, eux, comme mettent le haut là sur... ont tendance à mettre des limites. Oui. Bon, on n'embarquera pas dans la politique, ça l'a dit. Non. Surtout que là, les vacances s'en viennent. Donc, on va finir ça sur une note légère. Nous, c'est notre dernier une tasse de tech pour l'été. En tout cas, on va revenir probablement à la fin août, au retour des vacances. Et pour finir ça en beauté, on a un gadget qui a eu droit à une mise à jour cette semaine, mais qui, sérieusement, si vous voulez vous gâter pour les vacances, vaut vraiment la peine. C'est peut-être le meilleur en son genre. Je vais vous le présenter ici. C'est cet appareil qui est tout beige comme ça, mais qui, en fait, vient avec un étui qu'on peut enlever, comme ça, et qui a toutes les apparences d'une liseuse de livres numériques. C'est le Kindle Oasis.
Je crois qu'on peut dire que c'est la deuxième génération, parce que là, il y a eu droit à une mise à jour assez substantielle. Appareil, bon, vous voyez, qui est rétroéclairé, écran de 7 pouces, définition de 300 points pixels par pouce, là, donc c'est la même chose qu'un magazine imprimé, dans le fond. Bon, la particularité de ça, c'est évidemment, c'est son format premièrement ultra mince. Quand je vais vous le montrer, vous voyez, c'est comme, écoute, je pense que c'est épais comme une couverture de livre, hardcover d'un gros roman. Donc, ça se transporte très bien. Vient avec au moins 8 gigaoctets de mémoire. Et là, je viens de l'éteindre. Écran, bon, rétroéclairé, mais monochrome e-ink, ce qui fait qu'il y a à peu près 1 mois de batterie là-dedans. Fait on le charge là, une fois par saison au maximum. Puis, c'est pas un stress. Puis celui-là, ça fait quelques mois que je l'ai. Et je veux dire, la batterie n'est pas usée. Il ne faut pas que je la recharge toutes les semaines pour autant. Et je suis un avide lecteur, je dois passer 1 ou 2 livres par semaine là-dessus, puis c'est pas un problème. En fait, l'appareil, c'est ça, la nouveauté qui est annoncée cette semaine, c'est que le rétroéclairage, on peut ajuster la chaleur de la température. Donc, on peut passer d'un blanc bleu vif. Le mode orange. À un mode orangé. Parce qu'évidemment, la question étant, ouais, mais je veux lire et la lumière bleue le soir est un problème parce que ça empêche de dormir. Puis effectivement, ça peut poser problème. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas un filtre de lumière bleue qu'ils ont proposé, c'est juste une teinte d'éclairage différente orangée qui enlève vraiment la blancheur ou la bleuté, non? La lueur bleue, en tout cas, de la lumière. Je vais peut-être inventer un mot, puis je ne le sais pas. La blancheur, la bleuté. La bleuté. Oui. Bref, qui rend la lumière un peu plus confortable à l'œil quand il fait sombre autour. Évidemment, c'est quand même s'ils disent, bon, c'est pas rétroéclairé dans le sens où c'est pas directement derrière l'écran, mais c'est latéralement, donc c'est éclairé des côtés vers l'affichage. Donc, c'est pas projeté directement dans l'œil, mais c'est sûr que ça peut quand même finir par causer une certaine fatigue au niveau de l'œil à long terme, surtout quand il fait noir autour, parce que on projette littéralement de la lumière là, sur la rétine. Donc, c'est pas idéal de ce côté-là, mais c'est un bel appareil. L'Oasis, ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, premièrement, on peut acheter une petite pochette comme ça qui le rend très chic, qui fait très joli à l'envers, qui donne l'apparence d'un beau petit livre, puis qui, évidemment, comme ça contient, écoute, 8 gigaoctets, c'est des milliers de livres. Ouais. C'est sûr que c'est imbattable en termes de format compact pour transporter. C'est un petit peu plus chic qu'un Kindle de base ou même une liseuse Kobo. Kobo, ils ont un appareil qui ressemble un petit peu à ça aussi, mais que je ne le vois pas nulle part. Je ne sais pas comment ça se passe du côté de Kobo, mais du côté de Kindle, il y a évidemment toute la plateforme de livres numériques d'Amazon qui supporte ça, français, anglais, toutes les langues que vous voulez. Un léger bémol, c'est que le format de livre numérique d'Amazon est propriétaire. Donc, ce n'est pas des livres EPUB, le format EPUB qui est le format ouvert que tout le monde accepte. Par contre, et là, il ne faut pas se casser la tête, si vous achetez un EPUB ailleurs, ça se convertit assez facilement. Il y a des outils même en ligne qui font ça en 3 secondes et on peut charger par courriel à son compte Kindle ou par branchement USB les livres de son choix. En plus, et là c'est comme un bonus qui pourrait être encore plus bonifié, c'est qu'il y a une connexion Bluetooth, donc on peut jumeler un casque d'écoute parce qu'il n'y a pas de prise audio directe. Et on peut avoir la fonction de livre audio de Audible, qui est la filiale livre audio d'Amazon. Ça aurait été le fun que ça s'ouvre au podcast aussi. Oui. Par exemple, vous pourriez écouter une tasse de texte sur votre Kindle Oasis, et là, ce serait vraiment le summum de la perfection, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas encore possible. Je lisais quelque part sur un forum qu'il est possible de pirater, de bidouiller, mais je suis pas certain que c'est facile et je suis pas certain que je le ferais. Parce qu'en fin de compte, on a tous un téléphone dans nos poches aussi, de toute façon, donc aller chercher une balado ou un contenu audio, pas besoin de le faire nécessairement à travers celle-ci. Fait que ton modèle, est-ce qu'il y a Wi-Fi et la connexion cellulaire? Alors voilà, il y a cette version-là qui est purement Wi-Fi avec 8 gigaoctets, donc qui coûte 330 $, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est quand même assez cher. Et c'est pas tout, il y a une version avec 32 gigaoctets pour les gens qui, je crois, lisent des bandes dessinées en noir et blanc ou quelque chose comme ça, qui prend peut-être plus d'espace, avec donc 32 gigaoctets Wi-Fi et cellulaire, qui permettent d'aller sur la boutique d'Amazon en direct, mais qui ne donne pas grand-chose d'autre vraiment. Qui est, elle, 429 $. Donc, c'est un petit peu plus cher. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une connexion cellulaire. Il y a du Wi-Fi un peu partout. Il y a un furteur, un navigateur web intégré qui est évidemment toujours en mode expérimental, mais qui permet de peut-être passer le fameux, tu sais, l'espèce d'écran de bienvenue quand on va sur des réseaux comme dans un café ou un truc comme ça. Donc, on peut quand même aller chercher le Wi-Fi là où il se trouve si on a besoin vraiment de charger des livres. Mais on navigue pas l'Internet avec ça, là. On va pas, non. Pour en prendre vos courriels là-dessus, écoute, c'est sûr que, bon, c'est une lacune des fameux écrans e-ink, les écrans monochromes, c'est qu'ils sont très peu réactifs. Ouais, la latence est énorme. Donc, si vous voulez répondre à un courriel, puis vous voulez y aller avec, puis juste s'inscrire, juste se connecter avec l'adresse courriel, puis le mot de passe, ça prend déjà assez de temps. Donc, c'est évidemment pas le but principal de cet appareil-là.
Mais je vais vous dire, pour avoir acheté des liseuses comme ça de partout dans le monde, là, au Japon, en Corée, évidemment ici aussi, avec un écran e-ink couleur, avec un grand écran, avec un petit écran, ce format-là est probablement le plus beau format que tu peux trouver. Et surtout l'appareil en plus qui vient avec un bel étui. C'est certainement un beau écoute, c'est clairement un beau gadget, mais c'est aussi un beau cadeau à se faire pour les vacances. Fait qu'Alain, ce Kindle-là, c'est vraiment celui qui est dans le plus haut de toute la gamme des Kindle. Il y a le Oui. Paperwhite, il y avait le Voyager à un moment donné. Donc là, l'Oasis, c'est vraiment celui qui est sur... Oui. Il y a ça, le Paperwhite et le Kindle de base qui a été mis à jour aussi récemment au cours du printemps, je pense, qui est beaucoup moins cher. Je pense qu'il est 100 $, quelque chose comme ça. Si vous voulez vraiment acheter un bidule Amazon, je ne sais pas que vous voudriez absolument acheter un bidule Amazon, mais si vous avez le choix entre ça et un haut-parleur Echo, mettons, je pense que des liseuse comme ça, c'est plus... vous allez en avoir plus pour votre argent, parce qu'après ça, bon, il faut acheter des livres et tout le kit, mais des livres numériques sont un petit peu moins chers que les livres imprimés. Ouais. Des fois, il faut peut-être acheter les deux. Des fois, on achète un livre imprimé, puis ça vient avec un code, et là, on peut avoir l'équivalent numérique. Ouais. Des fois, on achète le livre, et on a en plus le livre audio, donc il y a des options à ce niveau-là. Donc, c'est une belle option. Malheureusement, évidemment, ça coûte quand même assez cher. Cette version-là du Kindle coûte assez cher, donc c'est un peu une limite. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire comme ça. Ben, si vous ne l'utilisez pas, c'est sûr que c'est toujours très cher, mais si vous l'utilisez puis vous faites... Ouais, c'est sûr que la prémisse, c'est si vous lisez des livres et si vous êtes partant pour partir au numérique, parce que souvent aussi, les livres imprimés, c'est qu'on aime ça les mettre dans la bibliothèque, l'étagère à la maison et dire regardez comment j'ai beaucoup de livres. Mais ça, c'est évidemment... Mais quand tu pars en voyage, tu pars pas avec un sac à dos plein de livres. Toi. Exact. Ouais. Donc, tout est possible par rapport à ça, mais en tout cas, la mise à jour, j'ai hâte d'essayer l'écran jaune, voir si ça fait vraiment une différence. Mais l'éclairage, c'est clair que c'est un plus. Et le format cool. Et comme disait Martin, comme tu disais tantôt, on peut évidemment l'échapper dans une flaque d'eau. Il est IPX8, donc il est résistant. Ils disent tu peux lire dans ton bain ou sur le bord de la piscine. Et s'il arrive un accident, tu es protégé. Mais l'idée, c'est pas bien de le lancer dans la piscine. Exact. Parce que, je veux dire, comme tout appareil, même si c'est résistant, ça ne veut pas dire que c'est 100% étanche. Ben, je ne lancerai pas mon iPhone dans la piscine juste pour le tester. Ouais, ben voilà. C'est la même chose pour ça. Même chose. Alors voilà, donc on vous souhaite des bonnes vacances en disant ça, parce que c'est un peu ça l'idée. Nous, on revient quelque part passer la mi-août, après les vacances. Ouais. On va relaxer, on va voir comment ça se passe du côté des technologies de plein air. Moi, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'on va aller jouer dans le bois un petit peu. Puis on va revenir avec plein de nouvelles tasses de tech cet automne. Sinon, entre-temps, si vous ennuyez, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre chaîne YouTube, youtube.com/une tasse de tech. On a une section complète sur le site du journal Les Affaires, lesaffaires.com. Écoutez notre podcast. On a aussi, effectivement, j'allais dire, on a aussi la version audio, podcast, balado, tout ce qui est de plus classique sur les plateformes en vogue, là, Apple, balado. Donc, accessible désormais à partir de l'application balado de macOS Catalina, si jamais vous faites ça. Google Play aussi, Spotify. On est un petit peu partout, finalement. Vous pouvez voir notre saison en cours, la saison passée même, qui est sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu. Sinon, venez nous lire sur le site du Journal des Affaires, pas de problème. Mais sinon, on vous souhaite une bonne saison d'été de 2 mois. Bonne piscine. Bonne piscine, bonnes vacances et on se revoit à la fin août. Au revoir tout le monde. Bye bye.